tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, une nouvelle chaîne que j'ai intitulée Non-Fiction. Alors Non-Fiction, c'est le nom donné dans le monde anglo-saxon à la littérature d'essai, et c'est précisément ce que je vais faire sur cette chaîne, vous parler des essais anglophones que j'ai trouvé le plus stimulants dans mes lectures. L'idée, c'est de vous faire découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles pensées, de nouvelles théories, qui façonnent la vie intellectuelle chez nos voisins anglophones, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors je vis moi-même en Angleterre et aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, je suis passionné d'essais, je lis à peu près sur tous les sujets, et je suis également essayiste à mes heures perdues. Je vous mets le lien d'un essai que j'ai publié l'année dernière et qui a pour thème le monde anglo-saxon. Alors dans chaque vidéo, je vous présenterai un nouvel essai publié ou traduit en anglais, salué et reconnu pour sa profondeur, sa rigueur ou son originalité, et je prolongerai les thèses de l'auteur pour mieux nous faire réfléchir. On parlera science, économie, géopolitique, histoire, philosophie et aussi anthropologie, un thème qui m'est cher. Bref, je vous parlerai des nouveaux auteurs et des nouveaux livres qui font l'actualité et qu'il faut absolument lire pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Alors pour ce premier épisode, on va parler de Breakneck de Dan Wang. Breakneck, c'est un des ouvrages vraiment marquants de 2025 qui propose une analyse comparative et très rafraîchissante des modèles de société chinois et américains. Le livre n'est pas encore disponible en français, c'est d'ailleurs un des principes de cette chaîne. Il a notamment été sélectionné, pour ceux que ça intéresse, parmi les livres de l'année par The Economist. Alors quelques mots sur l'auteur. Dan Wang est analyste et essayiste sino-canadien. Il est né en Chine, ses parents ont immigré au Canada. Adulte, il est venu aux États-Unis. Il a notamment ensuite vécu en Chine pendant 6 ans, pendant la période de zéro Covid. Puis il est revenu aux États-Unis. Donc je dirais que ce background culturel, biculturel, est extrêmement pertinent pour le sujet de ce livre. La thèse principale de Breakneck, c'est que la Chine est un État ingénierial, ce qu'il appelle the engineering state, et que ce modèle d'État s'oppose au modèle américain, qui est une société de juristes, de lawyerly society comme il l'appelle. Alors c'est quoi l'État ingénieur selon Dan Wang ? C'est d'abord l'idée que l'ingénierie au sens large peut résoudre presque tous les problèmes de société, environnement, transport, isolement géographique, surpopulation, gestion des pandémies avec le Covid par exemple, et même organisation des valeurs dans l'espace public. C'est une vision très concrète et très techniciste du pouvoir. On construit, on planifie, on agit. Construire à grande échelle, qui était forcément un des angles de cette politique, permet par exemple de connecter les villes, de fluidifier les marchés régionaux, de sécuriser également les ressources, et donc de créer de la puissance économique. L'État ingénierial redistribue sans passer par des aides directes. Et on a là affaire, je dirais, à une opposition fondamentale avec l'État-providence tel qu'on le voit en Occident, même s'il est plutôt réduit aux États-Unis, puisqu'en Chine, on va investir dans les infrastructures plutôt que dans les transferts financiers. Résultat, en tout cas dans les cas positifs, on améliore la vie du plus grand nombre et pas seulement la vie des élites. C'est-à-dire qu'on va privilégier les transports, les infrastructures, la connectivité, plutôt que les outils de consommation. Derrière l'État ingénierial, il y a un paradigme clair, celui d'une économie tirée par l'offre. Et là, je dirais que Dan Wang a aussi quelques paragraphes extrêmement perspicaces finalement sur cette économie de l'offre chinoise. On parle souvent de l'opposition entre politique de l'offre et de politique de la demande dans les pays occidentaux. Mais je dirais que c'est vraiment en Chine que la politique de l'offre prend tout son sens, puisque précisément l'État ne court pas derrière la consommation ou les industries de services. Il y a bien sûr un recours massif aux subventions, aux investissements publics, voire au sauvetage d'entreprises. Et c'est ça qui caractérise la politique de l'offre à la chinoise, là où finalement la politique de soutien à la demande demeure extrêmement limitée. On peut et on doit parler d'un capitalisme de production. C'est un thème que je développais notamment dans mon livre l'année dernière. Il n'y a pas un seul capitalisme. Il y a également des héritages culturels et anthropologiques qui façonnent le capitalisme. Il y a une obsession chez les Chinois qui est la production et l'autonomie, voire l'autarcie. Si bien que les entreprises, et ça Dan Wang le décrit très bien, acceptent volontiers d'investir davantage avec des marges opérationnelles plus faibles. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les affaires, vous savez à quel point le capitalisme anglo-saxon américain en particulier est marqué par la recherche du profit, la maximisation des valeurs d'entreprise. Le capitalisme chinois, lui, va rechercher certes un degré d'efficacité, mais également une capacité de production élevée. Les entreprises vont avoir tendance à beaucoup plus se diversifier. Là aussi, on connaît la tendance au recentrage sur le cœur de métier dans le capitalisme anglo-saxon depuis une trentaine d'années. Les entreprises chinoises sont allées explorer, innover. Au lieu de se concentrer sur un cœur de métier, elles ont élargi leur offre. C'est le cas de BYD, un des géants aujourd'hui de l'automobile, qui s'est également montré capable de produire des masques, par exemple, pendant la période du Covid. Un des risques de cette économie, c'est bien sûr la surproduction, ou le manque parfois de corrélation entre l'offre et la demande.
On a vu également une situation où les panneaux solaires, un domaine où la Chine est leader mondial, étaient en excès. On a vu des voitures produites, mais en bien trop grand nombre par rapport au marché local. Si bien que ce surplus entraîne une guerre des prix, des faillites, et assez peu d'entreprises réellement profitables. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant finalement, c'est de voir ce paradoxe où on a une économie de l'innovation, de la production, de la recherche, mais qui ne produit pas forcément les sociétés les plus rentables ou les valeurs sur les marchés financiers les plus élevées. Et d'ailleurs, c'est un facteur qui inquiète en fébrile beaucoup d'investisseurs internationaux, puisque la gouvernance des entreprises chinoises est réputée pour être plus faible. Les marchés financiers, par conséquent, se sont moins bien développés que ce que les Chinois appellent, et à juste titre d'ailleurs, l'économie réelle. Alors c'est dans les domaines de l'industrie et de la tech que le modèle de l'engineering state prend tout son sens. L'auteur prend d'ailleurs assez clairement position, il défend la vision chinoise du développement technologique. Là où la Silicon Valley se concentre sur l'économie des plateformes, les réseaux sociaux ou le e-commerce, la Chine, elle, mise sur les technologies physiques et industrielles. Alors l'auteur développe notamment l'exemple très intéressant de Shenzhen. Shenzhen, c'était un ancien village, devenu en quelques décennies la Silicon Valley du hardware. Et ce succès repose sur une combinaison assez unique qu'il décrit extrêmement bien, faite d'un vivier d'ingénieurs, de chaînes d'approvisionnement complexes et complètes, de millions de travailleurs et de la proximité avec des géants industriels comme Foxconn par exemple. C'est là que s'est construite une collaboration étroite d'ailleurs entre la Chine et les États-Unis, entre Shenzhen et Cupertino, puisque Shenzhen, c'était le centre de production de l'iPhone. Une des grandes différences que l'auteur relève finalement entre l'économie de la tech américaine et la vision chinoise, c'est ce qu'il appelle le process knowledge. Le process knowledge, c'est le savoir issu de la production elle-même. La technologie n'est pas juste un produit fini, mais une pratique vivante, nourrie par l'expérience industrielle. Selon l'auteur, c'est bien ce à quoi la Chine excelle depuis quelques décennies, et c'est ce que les États-Unis ont précisément abandonné. Résultat, la Chine forme des ingénieurs en produisant et améliore ses produits en continu. C'est ce qui manque à la Silicon Valley qui, en tout cas depuis quelques décennies, est largement déconnectée du processus de fabrication. Et l'obsession de produire va d'ailleurs très loin. Dan Weng le décrit. La Chine valorise le travail intensif par peur d'un relâchement social. Et je dirais que c'est le volet un peu plus anthropologique ou politique, idéologique, finalement, de cette vision industrielle chinoise. L'idée, c'est que produire, c'est une question de valeur. Et que l'oisiveté est la menace numéro 1 pour la Chine, de même que serait le basculement d'une économie réelle à une économie davantage financière ou de services. A l'inverse, l'auteur décrit comment les États-Unis se sont affaiblis en délocalisant leur industrie. Alors ils continuent d'exceller dans certains domaines, la médecine et les semi-conducteurs. Tesla est un exemple de belle réussite, mais c'est très intéressant de voir que même Tesla, par exemple, produit massivement à Shanghai. Les problèmes et une des objections qu'on pourrait faire d'ailleurs au modèle américain, c'est que la finance y joue un rôle parfois disproportionné. Je l'ai décrit moi-même dans mon livre, Le capitalisme, le woke et le geek, que j'ai publié l'année dernière. Le capitalisme anglo-saxon a tendance à valoriser les modèles dits asset light, c'est-à-dire avec peu d'investissement dans les infrastructures. Et la finance a pris le contrôle, on l'a vu, de groupes industriels, comme par exemple GE ou Boeing, où finalement ce sont des financiers qui sont à la tête de ces entreprises et appliquent, je dirais, des logiques principalement financières. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il ne faut pas de logique financière du tout, au contraire, sinon les industries iraient nulle part. D'ailleurs, les entreprises américaines restent dans beaucoup de domaines plus efficaces que les entreprises chinoises. Mais en tout cas, les élites américaines ont sous-estimé l'importance de la production, du process de manufacturing. C'est vraiment la perte de savoir-faire associé. Il est extrêmement long et complexe de bâtir un écosystème industriel et le savoir-faire associé, mais il est malheureusement pour les États-Unis assez rapide de détruire tout ce savoir-faire. Et c'est ce qu'a fait les États-Unis pendant la grande période de délocalisation des années 90 et 2000. Aujourd'hui, la Chine a environ 8 fois plus de travailleurs industriels que les États-Unis. Et Xi Jinping pousse d'ailleurs une stratégie complète. L'idée pour la Chine, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur, à rebours souvent ou parfois de la théorie des avantages comparatifs. Il y a même, je dirais, un discours politique officiel qui est une véritable ode à ce que Xi Jinping appelle l'économie réelle. Et d'ailleurs, il oppose un terme assez intéressant qui est celui d'économie fictive. Alors on parle souvent d'économie réelle dans nos pays en Occident,
Mais c'est vrai que l'économie fictive est assez intéressante, puisqu'on voit bien que les Chinois poussent le bouchon assez loin finalement pour critiquer tout un pan de l'économie, et notamment des économies capitalistes avancées, qui naturellement évoluent vers des sociétés de consommation et des sociétés de services. Derrière tout ça, il y a une obsession chez les Chinois, c'est vraiment celui de la domination technologique, qui est nourrie par le souvenir des humiliations passées. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais bien sûr les Chinois ont été traumatisés par les invasions européennes et la domination technologique qui leur a été imposée. Et ça prend forcément ce désir de revanche, des expressions parfois assez étonnantes. Il y a notamment un courant idéologique et technologiste qui s'est créé en Chine ces dernières années, un parti qui s'appelle The Industrial Party, qui place le progrès technique au-dessus de tout le reste, au risque même de dépolitiser la société. Et on revient ici presque à un point de ressemblance avec certains courants qui peuvent exister aujourd'hui dans la Silicon Valley. On pense notamment à Peter Thiel, investisseur et idéologue de la tech américaine, qui prône une république technologique et qui assume très clairement que le contexte démocratique n'est pas toujours le plus efficace et en tout cas le plus à même de produire ce développement technologique. Alors l'auteur n'ignore pas les coûts et l'envers du décor de cette politique chinoise. Puisque tout est subordonné à la croissance et aux grands projets, l'environnement par exemple passe souvent au second plan. Et les quelques recherches d'amélioration sont également teintées, je dirais, de méliorisme technologique. On connaît également les projets qui entraînent des déplacements massifs de population, la très forte consommation de charbon également, et puis plus généralement la très faible tolérance à l'opposition. Y compris d'ailleurs les élites. À ce titre, elles sont traitées au même niveau que le reste de la population. A l'inverse, et c'est là que l'opposition de Dan Wang avec la société de juristes est extrêmement intéressante, la Lawyerly Society est celle qui protège davantage les individus. Mais cette protection se fait à un prix, et c'est le prix de la lenteur, et une lenteur qui peut être extrême d'ailleurs. L'auteur décrit très bien comment construire une ligne de train peut prendre des décennies en Californie, là où on parle de délais extrêmement courts aujourd'hui en Chine. Une autre limite, ça peut être la qualité des infrastructures notamment, puisque la pression pour construire peut mener à des infrastructures médiocres. Donc on n'est pas ici du tout dans une idéalisation du modèle chinois. Enfin, le système de santé reste beaucoup en retrait. On a vu préalablement que l'État chinois négligeait la consommation. On pourra aussi dire qu'il néglige la santé, également les retraites, et on préfère les réalisations spectaculaires, des ponts, des trains, plutôt que des politiques de santé publique du quotidien. Ce qui là aussi, on le sent bien, n'est pas forcément une équation toujours gagnante, puisque la qualité de vie, notamment la durée de vie et puis la santé des citoyens d'un pays, explique autant son niveau de développement que ses infrastructures. Donc cette vision presque un peu jusque-boutiste ou uniformiste du développement à la chinoise, l'auteur la critique pour en montrer les limites. Et là où le livre devient vraiment passionnant, c'est que l'état ingénierial ne s'illustre pas seulement dans le domaine économique et industriel. L'état ingénierial met sa patte sur absolument tous les domaines de la société. Et il prend deux grands domaines, celui de la politique de l'enfant unique et puis le domaine de la politique du zéro Covid. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ces deux grandes politiques qui ont marqué la Chine, jusqu'à l'absurde parfois, c'est qu'elles ont un chiffre dans leur nom, le zéro Covid et l'enfant unique. Et on voit bien là toute l'influence de l'état ingénierial. Le 1, le 0, ce sont des raisonnements d'ingénieurs. Et il faut aller jusqu'à l'obtention de ces ratios. Un enfant par femme et absolument zéro Covid dans la société. Cette approche produit forcément une rigidité extrême. Encore l'auteur saluait les bienfaits de l'engineering state et de la capacité à bâtir de l'État chinois dans le domaine industriel et économique. Encore, il est extrêmement critique de cette volonté d'ingénierie sociale dans des domaines qui s'y prêtent finalement assez peu. On l'a vu pendant le Covid, où la politique suivie a conduit à des mesures absurdes. On a vu des confinements totaux, la séparation des familles, l'abandon d'autres patients, et puis une désorganisation économique massive. Et on voit d'ailleurs la même logique dans la politique de l'enfant unique, qui s'est achevée il y a quelques années en Chine, mais qui a duré pendant des décennies, et qui a été sans doute une des plus grandes expériences d'ingénierie sociale jamais vues dans le monde entier, avec des politiques de quotas extrêmement strictes, des stérilisations forcées,
et des déséquilibres démographiques majeurs qui ont traumatisé des générations de femmes chinoises, jusqu'à sans doute modifier des comportements, mais d'ailleurs qui étaient précédemment entamés. Alors pourquoi ces excès ? La thèse de l'auteur, c'est que l'état d'ingénieur a tendance à vouloir optimiser les indicateurs de performance. Un peu comme dans une entreprise, sauf que là on parle d'un état, et on parle de plus d'1 milliard d'individus. Donc on cherche à optimiser des indicateurs au détriment parfois et souvent du réel lui-même. Le zéro Covid entre 2020 et 2022 en est l'exemple parfait. On a eu affaire à des lockdowns massifs, de la surveillance, de la propagande, de la peur organisée, et c'est d'ailleurs ce que fait valoir l'auteur finalement. C'est une des raisons pour lesquelles les Chinois ne se sont pas révoltés davantage face à la politique du zéro Covid, c'est qu'ils baignaient eux-mêmes dans cette propagande et qu'on a fini par les convaincre que ce virus était le mal et le risque absolu, si bien qu'il y a une peur qui a été organisée par l'État. Quand bien même les Chinois ont le sens de l'intérêt général et du collectif, ils se sont finalement relativement bien accommodés de cette politique, même si sur la fin, l'auteur le décrit, il y a eu une vraie opposition dans la population chinoise. Ce type de gestion a été rendu possible aussi par la maîtrise des technologies numériques, et c'est là où on voit bien toute la perversité et toute la puissance de cet état ingénierial, puisqu'il peut mettre les compétences technologiques qu'il promeut au service du contrôle social. Et ces deux politiques ont sans doute été les plus grands exemples de contrôle à grande échelle des populations humaines sur ces 30-40 dernières années. Alors je vous l'ai dit, l'auteur est critique de l'évolution de la Chine depuis quelques années, c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a quitté et qu'il est revenu aux États-Unis. Son constat, c'est que la Chine se replie. Elle a perdu beaucoup d'expatriés ces dernières années, elle a perdu également beaucoup de talents chinois. Elle voit partir une partie de ses élites vers le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors, pourquoi ce repli et ces départs ? Le modèle de société et de développement chinois, selon Dan Weng, devient instable. On a affaire à des politiques brutales, on a parlé du zéro Covid, on voit une croissance en ralentissement et même des objectifs de croissance qui sont en diminution, on voit le chômage des jeunes croître, il y a une grande crise immobilière comme vous le savez également en Chine en ce moment, et finalement beaucoup des Chinois ne ressentent plus les bénéfices promis. Encore ils ont vu le miracle chinois qui a découlé des premières décennies du modèle de communisme à la chinoise, mais Xi Jinping depuis quelques années porte une vision de plus en plus fermée et finalement presque impériale, dans le sens où la Chine a eu une histoire de forteresse, et c'est d'ailleurs ce qu'il appelle The Fortress China dans son livre. Le tournant, selon lui, date de 2012. 2012, c'est une date à laquelle le gouvernement et Xi Jinping ont exprimé le refus de converger vers le modèle occidental, et qu'il fallait donner la priorité absolue à la stabilité, ce qui forcément n'est pas la meilleure façon de créer les conditions d'un développement économique et de fomenter la créativité. Et la reprise en main du secteur de la tech est un exemple particulièrement marquant, puisque cette reprise en main qui est intervenue ces dernières années a découragé les entrepreneurs et fragilisé l'économie. C'est en tout cas la thèse de Dan Weng, que finalement la tech avait pu s'épanouir aussi parce que le modèle et les réglementations chinoises avaient permis cette éclosion, et que la Chine connaît aujourd'hui un point de basculement, selon lui de retour en arrière, qui devient extrêmement nuisible à l'économie chinoise, et en tout cas à ses taux de croissance. C'est ce que Dan Weng critique fondamentalement, c'est cette obsession du contrôle. Et c'est pas seulement le contrôle politique, il explique bien comment il y a une vision idéologique, relativement ancrée anthropologiquement d'ailleurs dans l'histoire chinoise, qui est celle du contrôle des individus, si bien qu'on étouffe les énergies, qu'on freine la créativité et qu'on déséquilibre le système. Alors cette rigidité, elle peut être aussi forcément source de puissance, puisque, on l'a bien vu, la force industrielle, la capacité à être présent sur toutes les chaînes de valeur sont des facteurs de résilience et de puissance, surtout qu'on a un aussi grand territoire avec autant de ressources et plus d'1 milliard d'habitants. Mais Dan Weng est extrêmement pertinent sur cette analyse, et il montre comment le discours qui consistait à dire que la Chine allait conquérir le monde entier n'est loin d'être acquis finalement, puisque certes la Chine a développé une expertise dans des domaines particuliers et qu'elle a tendance à rattraper la puissance américaine dans beaucoup de secteurs, mais qu'on commence à voir ses limites, et notamment quand il s'agit de continuer à diversifier son économie ou à laisser la liberté nécessaire aux entrepreneurs. Alors vous l'aurez compris, l'auteur jette un regard plutôt sévère sur l'évolution de la Chine ces dernières années, puisque vous avez d'un côté un État qui ne fait pas confiance suffisamment à sa population, et de ce fait limite son potentiel et sa créativité.
Vous avez l'obsession du contrôle étatique qui étouffe l'équilibre économique et social. Et puis vous avez un modèle de développement ingénierial qui peut être particulièrement efficace pour lancer des grands projets ou qui peut initier des politiques très volontaristes, mais qui parfois ou souvent peut très mal finir. On l'a vu avec la politique de zéro Covid, même la politique de l'enfant unique, puisqu'aujourd'hui l'État chinois cherche à inverser la natalité, mais du fait de cette politique assez absurde de l'enfant unique, alors même que les taux de fécondité avaient déjà très largement commencé à décliner quand elle a été instituée, aujourd'hui la Chine se retrouve à devoir vendre une politique du 3 enfants, alors même qu'il a imposé à sa population de manière extrêmement féroce la politique de l'enfant unique. On le voit également dans le secteur de la tech, où certaines perversions finalement du modèle consumériste peuvent être combattues à juste titre, mais on voit bien que l'État chinois va jusqu'à enlever le désir d'entreprendre à sa population. Alors, intervient forcément la question de l'opposition et de la confrontation militaire potentielle entre les États-Unis et la Chine. Alors clairement, ce n'est pas le thème principal de l'ouvrage. Néanmoins, l'auteur développe une idée assez intéressante qui est finalement, si demain il y a une opposition entre les États-Unis et la Chine, militaire directe, ce sera finalement la puissance du software contre la puissance de l'hardware. Le fait que les États-Unis aient cessé de produire, d'être un pays de manufacturing, fait qu'aujourd'hui, leur capacité de production et leur stock d'armement sont limités, notamment comparé à la Chine. En revanche, c'est une puissance de software, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi des systèmes complexes militaires, là où la Chine a un avantage sur tout ce qui est le domaine de la production, celui des drones, des batteries, des capteurs, des smartphones. D'ici 2030, ça c'est un chiffre clé à retenir pour vous tous, la Chine pourrait représenter environ 45% de la capacité industrielle mondiale. C'est un chiffre absolument faramineux. Alors vous l'aurez compris, il y a des idées très fortes et originales sur ce livre. Je me suis assez peu attardé à la qualité littéraire du livre lui-même. Il y a pas mal de développement d'ailleurs sur ses expériences personnelles. Parfois on peut avoir le sentiment que le livre s'égare un petit peu. Il n'empêche que l'argumentation de l'auteur et ses idées forces sont extrêmement intéressantes pour le lecteur. Et je voudrais revenir en conclusion de cette vidéo sur les idées qui m'ont paru particulièrement fortes et originales et qui expliquent véritablement le chemin que la Chine a pris, mais aussi le chemin que les États-Unis ont pris ces dernières années. Alors il y a cette idée tout d'abord que la finalité du capitalisme n'est pas la même aux États-Unis et en Chine. Aux États-Unis, vous avez la recherche du profit à court terme et la maximisation de la valeur actionnariale, alors que la Chine recherche la croissance de la production. Ces entreprises cherchent à diversifier les chaînes de valeur, à acquérir des savoirs, le fameux process knowledge. Une deuxième idée extrêmement pertinente, c'est l'idée que la société de juristes, la Lawyerly Society, tend à protéger les puissants et les riches, alors que, en tout cas, c'est ce que vend le gouvernement chinois, la société d'ingénieurs promeut le développement technologique, l'intégration géographique des territoires, et de ce fait, la puissance du pays. Et c'est probablement ce qu'on oublie parfois, nous qui sommes absolument empêtrés, je dirais, dans l'état de droit et toutes ces complexités bureaucratiques et administratives. Il y a aussi des analyses très fines du pouvoir chinois. L'idée que Xi Jinping, par exemple, a une doctrine complétionniste. C'est-à-dire que, selon lui, la Chine doit continuer à produire sur l'intégralité de la chaîne de valeur, contrairement à une grande partie de la doctrine économique. Cette opposition très forte entre l'économie réelle et l'économie fictive, qui finalement est au cœur des décisions politiques du gouvernement chinois. Il y a aussi dans le chapitre passionnant sur l'approche technologique et industrielle, l'idée que les États-Unis ont tendance à idéaliser finalement le moment de la découverte scientifique, si bien que la Chine investit beaucoup plus dans les technologies et la reproduction des savoirs industriels, là où les États-Unis ont tendance à beaucoup investir dans les laboratoires de recherche ou dans les startups. Le mythe de la start-up, vous le retrouvez beaucoup moins en Chine, où finalement on va beaucoup plus valoriser les processus de production sur le temps long. Alors ce qui est intéressant sur le domaine de la technologie, c'est que Dan Wang montre très bien comment ces deux grands empires aujourd'hui sont obsédés par le sujet de la domination technologique. Et que si on a mis, je dirais, en exergue toutes les différences, il ne faut pas oublier que ce qui fait aujourd'hui la grande force des États-Unis et de la Chine au XXIe siècle, c'est leur obsession de dominer le monde par la technologie.
Alors Dan Wang est extrêmement intéressant également quand il décrit les obsessions idéologiques du pouvoir chinois. Notamment l'idée que finalement la Chine a peur plus que tout que son peuple devienne fainéant. Il a vu comment les peuples occidentaux ont évolué depuis plusieurs décennies, la mise en œuvre de l'État-providence, l'économie de consommation et de services, sans doute la corruption morale telle qu'elle est perçue en Chine, quand on voit les influenceurs sur les réseaux sociaux. Xi Jinping n'a pas envie de ça pour son peuple. L'autre facette de l'idéologie du pouvoir chinois actuel, c'est le fait que la Chine a clairement renoncé à l'indépendance du judiciaire sur le politique. Alors au prix de la stabilité du politique. Mais paradoxalement, ce règne des ingénieurs et de l'ingénierie politique et sociale sans contre-pouvoir peut créer des changements extrêmement unilatéraux et brutaux qui sont nocifs et extrêmes. On le voit dans le champ de l'économie, on le voit bien sûr dans le cadre des politiques sociales, enfant unique et zéro Covid. D'ailleurs, Dan Wang a ce mot assez fort, il dit « La névrose de contrôle des ingénieurs constitue la limite fondamentale du pouvoir de la Chine ». Et il pense que cette névrose de contrôle, pour autant, est également indispensable pour propulser le pouvoir économique et industriel de la Chine. Il y a une phrase qui m'a extrêmement marqué dans le dernier chapitre où il explique que finalement, la Chine, dixit le parti communiste actuel, a érigé en slogan le fait que la Chine sera toujours un pays en développement. Et je pense que ce slogan est extrêmement puissant et illustre à quel point la Chine est déterminée à mettre le développement technologique et économique au premier plan de toutes ses politiques. Et je pense que ça va continuer de porter la Chine en dépit de tous ces déséquilibres. On voit que la Chine n'est pas encore prête à amorcer, je dirais, un basculement, par exemple, dans le capitalisme à l'occidental. Dans les idées phares de ce livre aussi, et je terminerai sur ces quelques derniers points, il y a l'idée que le parti chinois a trop peur de son propre peuple. Et on a parfois tendance en Occident à surestimer finalement la capacité ingénieriale ou le pouvoir du peuple chinois, alors même qu'il lui refuse une autonomie et la libération des énergies créatives. Le fait de surorganiser la société ne peut pas avoir d'impact uniquement positif. Les États-Unis, quant à eux, ne construisent plus suffisamment. Ça, c'est forcément quelque chose que l'auteur met relativement bien en exergue. Il insiste aussi sur le fait que les États-Unis gouvernent mal. Et le fait que le pluralisme et le pragmatisme, qu'on loue en général chez les anglo-saxons, encore, ils garantissent sans doute des écueils à l'européenne, mais on voit que les États-Unis ne savent plus faire progresser les grands projets, ne savent plus construire, ont perdu tout ce process knowledge qui faisait toute leur force. Et que encore là, les États-Unis continuent d'exceller dans certains secteurs, continuent d'exceller dans la recherche, continuent d'exceller dans le domaine des startups, demeurent une force de soft power, notamment dans le domaine culturel, là où la Chine échoue à proposer ce modèle culturel au monde, puisqu'un modèle d'ingénieur n'est pas un modèle désirable par définition à l'international. Mais l'idée pour Dan Wang que le parti chinois ait trop peur des citoyens chinois pour leur donner une réelle marge de manœuvre est la limite fondamentale d'un développement accru de la puissance chinoise dans les décennies à venir. On l'a dit, Breakneck, c'est un des ouvrages phares de 2025, je vous le recommande très fortement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, notamment par rapport à ces deux concepts de l'état d'ingénieur et de la société de juriste. Je suis notamment très intéressé par les gens qui auraient vécu aux États-Unis, vécu en Chine. Merci beaucoup à vous, et je vous dis à très bientôt sur Nonfiction.